Donc, je me présente, Magali Kiburs. Donc, je suis conseillère information métiers et formation à l'agence régionale de l'orientation et des métiers. Et donc, je vais animer ce webinaire qui va durer 45 minutes, donc sur les métiers de l'enseignement et de la formation. Donc, l'agence de l'orientation et des métiers organise en fait au printemps là les matinées information métiers. Alors peut-être avant, excusez-moi, avant de continuer, je vais vous partager, voilà, j'ai oublié, je vais vous partager mon écran. Voilà, très bien. Donc, comme je le disais, ces matinées information métier donc s'organisent au cours de 28 webinaires, donc du 12 au 29 mars, et qui vont vous permettre, vous, collégiennes et collégiens, de découvrir des filières et les métiers qui les composent. Alors, vos enseignants vous ont inscrit sur ce webinaire de l'enseignement et de la formation parce que vous avez sans doute émis le souhait d'en savoir un peu plus. Peut-être également que vous êtes, comment dire, passionné par une discipline et que vous avez envie de vous lancer dans ces métiers de l'enseignement parce que donc vous les côtoyez, hein, les enseignants, ou tout simplement vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire. Et alors, ça va être l'occasion de découvrir à travers donc notre partenaire, notre ambassadrice, les différentes facettes finalement de ces métiers. Enfin, un focus qui va être fait. Donc, nous allons vous apporter des clés, des réponses, et puis ça va vous permettre de construire petit à petit votre parcours de formation et votre projet professionnel, tout doucement, même si vous êtes déjà en cinquième. Donc, vous allez découvrir ce secteur de l'enseignement et de la formation, et puis également entendre parler de ce monde professionnel, et ça va pouvoir vous permettre de vous projeter et de vous laisser le temps de réfléchir. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu la façon dont va s'organiser ce webinaire. Donc, je vais, dans une première partie, redéfinir un petit peu ce que c'est que la notion de secteur, assez rapidement, hein. Et puis, alors, je me demande, alors, la notion de secteur. Et puis, dans un deuxième temps, nous accueillerons Christophe Pavie, qui est responsable du parcours des professeurs des écoles à l'INSPE de Caen, donc l'Institut national supérieur du professorat et de l'enseignement. Et puis, dans un deuxième temps, nous accueillerons donc Sylviane Thomas du Manoir, qui est une ambassadrice métier auprès de l'agence et présidente de l'AVDET, qui vous présentera son métier d'enseignante. Et enfin, avant donc d'avoir un petit temps d'échange donc entre nous, je pourrais vous développer, vous présenter la plateforme Destination Métier, qui est notre plateforme donc de mise en relation entre donc les Normands et le territoire, les entreprises, etc. Donc, alors excusez-moi, voilà, très bien. Alors, si on parle de secteur. Donc, dans un premier temps, je vais vous décliner, on va essayer un petit peu de redéfinir ce que c'est que la notion de secteur. Euh, donc, vous voyez, je vous ai affiché donc plusieurs logos. Toutes ces structures, vous les connaissez. Renault, qui est une entreprise, les Restaurants du Cœur, une association que vous connaissez bien, mais également donc le collège Léon Gambetta. Alors, je ne sais pas si le collège s'est connecté, qui est une administration publique, tout simplement, un établissement public. Et j'ai repris le Rouen, qui est une collectivité territoriale. Donc, toutes ces organisations, en fait, bah, ce sont des hommes et des femmes qui produisent des biens et ou des services. Et en fait, on va parler de secteur d'activité quand finalement, on va regrouper toutes les organisations qui produisent des biens et ou des services dans le même domaine. Ainsi, donc on va parler du secteur automobile pour ce qui est de Renault. Donc on va parler du secteur de l'enseignement et de la formation pour toutes les organisations pour lesquelles vont être dispensés finalement des enseignements, de la formation. Donc vous connaissez bien effectivement les établissements scolaires, les écoles maternelles, les écoles primaires, les établissements privés, publics, l'université, les lycées, mais également d'autres organismes de formation que vous rencontrerez aussi peut-être dans votre vie professionnelle. Donc voilà, c'est bien de situer un petit peu ce secteur d'activité pour que nous puissions ensuite donc accueillir Monsieur donc Christophe Pavie qui va vous présenter
Donc, son parcours, mais également donc le secteur de l'enseignement et de la formation et de quelle façon effectivement vous pourrez donc l'appréhender et ensuite réfléchir si finalement donc ces métiers peuvent vous intéresser. Alors, Merci bien Magali Kiburs pour oui, cette introduction de ce webinaire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de prendre la parole pour pouvoir participer avec vous à cette réunion à distance. Ce que je vous propose, c'est que voilà, je suis formateur de professeur des écoles, de professeur du second degré, c'est-à-dire de collège et de lycée, et je suis responsable de parcours du parcours professeur des écoles. Et en fait, je suis dans l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, l'INSPE, c'est-à-dire l'endroit où l'on forme les professeurs. Avant d'être, comment dirais-je, responsable de ce parcours des professeurs des écoles, j'ai enseigné moi-même, notamment très longtemps en région parisienne. Et j'ai enseigné à différents endroits, c'est-à-dire que être professeur, j'étais professeur de français en région parisienne pendant une vingtaine d'années. Et donc, j'ai beaucoup bougé. C'est-à-dire que c'est un métier, quand on est professeur, souvent on pense que les professeurs, ils restent forcément dans une seule école ou dans un seul collège, etc. En fait, moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup circuler et notamment, j'ai enseigné du côté de Saint-Denis, à Villetaneuse, à Saint-Denis même. Et à cette occasion, dans cette période où j'enseignais du côté du 93, eh bien, en fait, c'était en 1998 notamment, et c'est pour ça que je vous ai mis une photo de l'équipe de France qui a gagné effectivement en 98, puisque j'ai eu l'occasion d'emmener mes élèves en fait à l'inauguration du Stade de France en 1998 pour le match France-Espagne. Et donc, on avait fait tout un projet avec les élèves, moi en tant que professeur de français, autour de la presse. Vous savez que c'est la semaine de la presse à l'école et au collège et au lycée actuellement. Et en fait, j'avais eu l'occasion de travailler avec mes élèves en partenariat avec l'équipe magazine à l'époque. Et en fait, on a écrit des articles et les élèves que j'avais ont pu rencontrer à Clairefontaine dans les Yvelines. On les avait emmenés à Clairefontaine dans les Yvelines et ils ont pu aller à l'entraînement et rencontrer l'équipe de France. Et ils ont pu poser des questions, écrire des articles et du coup, après, être publiés dans l'équipe magazine. Et on a donc participé, comment dirais-je, à cette inauguration du Stade de France. Donc, c'est juste pour vous dire que finalement, il y a plein d'occasions quand on est professeur, il y a plein d'occasions de faire plein de choses différentes. Et là, actuellement, comme il y a les Jeux olympiques, eh bien, il y a plein de collègues dans toute la France qui s'investissent dans les Jeux olympiques et qui vont pouvoir aller voir des installations pour les Jeux olympiques, etc. Donc, c'est un métier où il y a plein de découvertes possibles quand on est professeur. Et je continue, puisqu'après, j'étais toujours en région parisienne. J'étais du côté de Cergy-Pontoise. Et là, en fait, bah, j'ai participé à la création des orchestres à l'école. Et c'est-à-dire que à Cergy et à Auvers-sur-Oise, dans le 95 cette fois-ci, eh bien, en fait, il y a maintenant plus de 20 ans, on a créé les orchestres à l'école. Et c'était finalement, moi, j'ai eu cette occasion-là aussi de participer à cela. Donc, j'ai envie de dire qu'avant de devenir responsable de formation comme je le suis maintenant, j'ai fait pas mal de choses en tant que prof de français. Et puis maintenant, c'est pour ça que j'ai mis une petite diapo avec une conférence. Voilà, j'ai écrit des livres et du coup, ça m'arrive de faire aussi des conférences. Donc, en fait, c'est un métier qui est plein de diversité, de possibilités de mobilité. Et je voudrais du coup insister là-dessus en vous disant que être professeur, eh bien, ça permet aussi de voyager dans le monde entier, figurez-vous. Ça, on n'y pense pas forcément beaucoup. Et en fait, par rapport à cela, je vous ai mis en fait la carte du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 500 000, pratiquement 500 000 élèves dans le monde entier qui sont dans des lycées français. Ce qu'on appelle un lycée français à l'étranger, c'est école, ça va de la petite section de maternelle, 3 ans, jusqu'à la terminale. École, collège, lycée. Et donc, vous voyez, là, je vous ai mis la carte. Et en fait, quand on devient professeur des écoles
ou quand on devient professeur de collège ou de lycée, si on a envie de voyager au-delà de, j'ai envie de dire, d'une académie, au-delà d'un lieu particulier, on peut très bien postuler pour être professeur à l'étranger. Et donc, moi, bah, j'ai la chance en tant que formateur et en tant que responsable de formation, je vais former des personnes comme ça à l'étranger. Donc, ça m'arrive, voilà, je suis allé former des gens à Abidjan, je suis en Côte d'Ivoire, je suis allé former des gens à Accra, au Ghana, je suis allé former des gens aux États-Unis, à Dallas. C'est-à-dire que c'est un métier, vous ne l'imaginez peut-être pas beaucoup, mais c'est un métier où il y a la possibilité, en fait, si on aime bien voyager, si on aime bien vivre, si on a envie de vivre dans un autre pays pendant 3 ans, par exemple, ou 5 ans, eh bien, on peut tout à fait s'engager dans cette voie une fois qu'on a eu le concours et qu'on est devenu professeur des écoles ou professeur de collège. Donc, voilà, un métier plein de diversité. Par rapport à cela, je vais continuer sur la diapo suivante. Vous rappelez quand même qu'en France, on est sur la France qu'on appelle métropolitaine, là, c'est celle qui est représentée ici. Eh bien, en fait, vous avez différentes académies. Et donc, vous êtes dans l'académie de Normandie, qui est une académie, en fait, l'académie de Caen-Rouen, et vous êtes plutôt dans la partie de Caen. Et en fait, quand vous passez un concours pour devenir professeur de collège ou de lycée, en maths, en français, en histoire géo, en SVT, en éducation musicale, en arts plastiques, etc., eh bien, en fait, vous passez le concours et puis, bah, après, vous allez dans une des régions de France, dans une des académies de France, et là, vous avez la représentation de ces académies en différentes couleurs. Si vous voulez, comment dirais-je, être professeur des écoles et que vous passez le concours en Normandie, vous resterez en Normandie, vous serez sur la Normandie, et donc vous serez entre Caen et Rouen, dans un des 5 départements de la Normandie, donc la Manche, l'Orne, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure, et donc c'est là que vous pourrez devenir professeur des écoles en maternelle depuis l'âge de 3 ans, petite section de maternelle, jusqu'au CM2. Alors, voilà, c'était un peu pour situer les choses d'un point de vue géographique. Maintenant, on va situer les choses aussi sur des points, j'ai envie de dire, pour vous montrer l'importance finalement du système éducatif français. C'est-à-dire que vous avez 1 200 000 personnes qui travaillent, comment dirais-je, pour l'école chaque jour. C'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais voilà, il y a toutes ces personnes qui travaillent pour que ça fonctionne, l'école en France. Avec, vous remarquez, sur la gauche, vous avez 59 000 écoles et collèges ou lycées, et vous avez 48 580 écoles maternelles ou primaires, 6 960 collèges, 3 720 lycées et REA. Donc, ça veut dire que ici vous avez énormément, finalement, de possibilités et puis d'établissements. Donc, vous voyez aussi qu'il y a plus d'écoles que de collèges et plus de collèges que de lycées parce qu'en fait, euh, pour un collège, vous le savez bien, vous avez différents secteurs, des écoles qui envoient en fait les élèves vers un seul collège. Souvent, un collège reçoit 4, 5 écoles de secteur. Et après, bah, c'est la même chose, les collèges envoient vers un lycée. C'est pour ça que ça va de 48 000 écoles à finalement 3 720 lycées. Alors, tout ça, c'est l'accueil. L'accueil des élèves se fait dans ce cadre-là, d'accord. Dans ces écoles, collèges et lycées, avec 859 000 profs qui sont là, et puis aussi avec des établissements publics qui accueillent 700 000 comment dirais-je, élèves, et puis des établissements privés qui accueillent 140 000 élèves. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des élèves, du coup, globalement. Alors, du nombre d'élèves sur l'ensemble de la France. Alors, sur l'ensemble de la France, il y a pratiquement 13 millions d'élèves. C'est pour ça aussi qu'il y a 1 million de personnes qui travaillent, comment dirais-je, pour organiser le travail des élèves. Vous remarquez que, donc, si vous faites un petit peu de mathématiques, hein, vous voyez, moi je suis prof de français, mais j'aime bien aussi les maths. En gros, il y a un adulte pour 13, pour 13 élèves. Mais cet adulte, ce n'est pas forcément que le prof.
ça peut être aussi justement toutes les personnes qui s'occupent de l'accueil et il y a tout. C'est-à-dire, par exemple, le principal de l'établissement ou la principale de l'établissement, la directrice ou le directeur de l'établissement. Vous avez les CPE, vous avez aussi, bien entendu, comment dirais-je, toutes les personnes, tous les étudiants aussi, et puis qui peuvent, comment dirais-je, participer à comment dirais-je, à l'encadrement voilà, des élèves. Et donc, vous voyez que vous avez de nombreuses personnes qui s'occupent de ces 13 millions d'élèves. Je vous ai mis aussi la carte de la répartition des élèves en France. Alors, vous voyez, nous, sur la Normandie, on a 5%, 5%, 4,8% des élèves du total du nombre d'élèves sur toute la France. Donc, ça veut dire que, vous voyez, on est une académie qui n'est pas très grande, mais pas toute petite, hein. Vous avez vu, par exemple, la Corse, il y a 0,4% des élèves de toute la France qui sont en Corse. Et puis, vous avez des grosses académies où vous avez l'Académie de Versailles, par exemple, avec 9,5% des élèves. C'est-à-dire, c'est la plus grosse académie avec beaucoup d'élèves qui sont accueillis. Donc, ça vous permet aussi de vous situer. Donc, en Normandie, on est sur une petite part. Par rapport à l'organisation en Normandie, un petit focus sur cette organisation en Normandie, avec, vous voyez, vous avez en fait des grandes zones comme ça. Et donc, si vous voulez devenir professeur des écoles et que vous passez le professeur des écoles, bah vous aurez des élèves qui pourront avoir 3 ans, comme vous pourrez avoir des élèves qui pourront avoir 10 ans. Et vous serez comme ça dans une zone de Normandie. Et donc, vous choisirez la zone dans laquelle vous pouvez aller et dans le département dans lequel vous pouvez et vous souhaitez aller. Donc, vous voyez qu'il y a la possibilité, quand on est professeur des écoles et qu'on passe le concours en Normandie, de rester en Normandie. Mais par exemple, si vous décidez, vous voulez devenir professeur des écoles, par exemple à Toulouse, eh bien, vous pourrez tout à fait passer le concours du côté de Toulouse et devenir ensuite professeur des écoles du côté de Toulouse. C'est-à-dire qu'en fait, selon l'endroit où vous passez le concours pour être professeur des écoles, vous serez dans la région de l'endroit où vous avez passé le concours. Donc ça fait une différence avec les professeurs de collège et lycée, puisque en fait, les professeurs de collège et lycée, ils vont être amenés à être à changer. En général, ils ne restent pas en Normandie. Enfin, il y en a une petite partie qui reste en Normandie parmi les personnes qui ont eu le concours, mais après, voilà, ils circulent. Voilà, donc ce que je pouvais dire un petit peu rapidement, Magali, je ne sais pas si tu Oui. vois des questions à me poser. Mm. Ou... Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation en entonnoir vraiment intéressante pour vous, jeunes collégiens. Je pense que justement, vous évoquez beaucoup la notion de concours. Donc, on peut peut-être expliquer un petit peu Ouais. ce qu'on appelle le concours. Est-ce que je vous mets la slide qui présente le parcours? Pourquoi pas, oui, Pourquoi pas? Ça peut être intéressant ça va faciliter et de peut-être. l'évoquer tout de suite. Oui, De d'accord. l'évoquer tout de suite, ça me paraît pas mal. Alors, attendez. Donc, Euh, de toute façon, je peux attendez. commencer Oui, 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 bien sûr. à Mais c'est vrai que c'est expliquer, juste un support. Mais par rapport au peut-être concours. effectivement pour... Alors, en fait, voilà. voilà, par rapport à devenir enseignant, donc ça plutôt voilà celle-là. Et donc effectivement, par rapport à devenir enseignant, bah, il faut avoir le baccalauréat, d'accord? Hum, Et ensuite, vous faites une licence en 3 ans après le bac. Donc, par exemple, à l'université de Caen, Normandie, mais ça peut être ailleurs. Et puis, alors, ce qui va se passer sans doute, ça va être annoncé d'ici quelques semaines, mais le concours va sans doute être à la fin de la licence, c'est-à-dire que vous pourrez devenir professeur des écoles. Enfin, le concours sera à la fin de la licence, voilà, donc en fin de licence 3. Mais après, il y aura encore 2 ans à faire pour devenir professeur des écoles. Donc, de toute façon, pour devenir professeur des écoles ou pour devenir professeur de collège ou de lycée, de toute façon, il faut envisager bac plus 5.
D'accord? Ça, parce que dans toute l'Europe, en fait, les enseignants sont sur cette base Bac plus 5. Donc, D'accord. euh, Mm. pour devenir professeur des écoles, ce que je peux préciser, c'est qu'il n'y a pas de licence en particulier. C'est-à-dire qu'on Mm. peut très bien avoir une licence de maths, on peut très bien avoir une licence de lettres, on peut très bien avoir une licence de droit, d'économie, de gestion. L'important, c'est d'avoir une licence et avec sa licence, on passe le concours. Et là, si on a le concours, on a une préparation de 2 ans pour devenir professeur des écoles. Et là, c'est nous qui, comment dirais-je, sur l'INSPE, eh bien, recevons les personnes qui ont eu le concours pour leur proposer la formation qui est Mm. à mi-temps, c'est-à-dire la moitié du temps en classe devant des élèves et l'autre moitié à l'INSPE pour avoir des cours de pédagogie, de didactique, c'est-à-dire comment on fait pour enseigner. Par exemple, les mathématiques, ce n'est pas parce qu'on est bon en mathématiques qu'on sait les enseigner. C'est-à-dire que vous pouvez être excellent en mathématiques et ne pas savoir expliquer les mathématiques. Donc, les enseignants de mathématiques, eh ben, ils ont une formation pour pouvoir expliquer les maths. Et c'est Mm. ça, ça fait partie de la formation des profs. Bon, très bien. Bon, c'est vrai que c'était important de le préciser, ce qui fait que par rapport à ce schéma, en fait, là où c'est indiqué concours admissibilité plus admission, pour le professorat des écoles, ce sera possible en L3. Voilà, à partir de Voilà, 2025, le concours de 2025. 2025, avril D'accord. Bon, 2025, très c'est bien. en fin de licence 3. Bon, bon bah, très bien. Merci beaucoup, Christophe. Merci Magali. Euh, donc, alors, attendez, je reprends le cours du diaporama. Tout simplement, eh bien, pour laisser la parole peut-être maintenant, nous accueillons Sylviane Thomas Dumanoir, donc, qui est présidente de l'AFDET et qui va nous présenter effectivement son parcours d'enseignante et bah, également donc peut-être plus d'informations sur le cœur de métier qu'elle a exercé pendant de longues années. Je vous laisse la parole, Sylviane. Oui, merci. Merci Alors, je Magali. vous mets. Bonjour chers élèves et bonjour mesdames, messieurs les professeurs et chers collègues, parce que nous avons été collègues. Donc mon parcours, en fait, si on peut passer la diapo, voilà. Mon expérience, j'ai été professeure moi pendant 9 ans en lycée professionnel dans le secteur de la mode. Et pourquoi je dis 9 ans? Parce qu'il y a un avant et il y a un après, bien sûr. Et donc en amont, il faut savoir que je suis sortie, moi, du lycée avec un brevet de technicien habillement. Et j'ai choisi d'aller travailler dans le prêt-à-porter de luxe en entreprise pour acquérir les bases techniques, on va dire. Et au bout de 2 ans, j'ai repris des cours du soir et des cours le samedi pour pouvoir passer d'abord un BTS que j'ai obtenu, qui m'a permis ensuite de passer les concours, à la fois le concours de professeur de lycée professionnel et le concours de lycée technologique. Voilà. Donc, après avoir travaillé pendant 9 ans, je suis devenue ce qu'on appelait chef de travaux, c'est-à-dire c'est un coordonnateur des ateliers dans les lycées professionnels qu'on appelle maintenant un directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Et puis ensuite, je suis partie comme inspectrice de l'éducation nationale. J'ai changé, non pas géographiquement, mais j'ai changé au niveau fonction, puisque je me suis occupée de tout ce qui était maintenance industrielle, de l'automobile, agricole, etc. Et j'ai terminé sur le service de l'inspection de l'apprentissage et de la relation avec le monde professionnel. Et actuellement en retraite depuis 4 ans, je poursuis des actions en direction des jeunes via mon association, puisque j'accompagne par exemple dans l'orientation jusqu'à l'insertion professionnelle. C'est un de nos axes de notre association. Voilà. Alors, donc, vous dire, peut-être donner une définition au métier d'enseignant. Alors, la première qui vient en tête, c'est de transmettre des compétences, c'est-à-dire, c'est quoi une compétence? C'est un savoir, un savoir-faire et un savoir-être, et ça en direction d'un public, qu'il soit d'adultes éventuellement, d'apprentis et évidemment d'élèves, forcément, et ça, tout ça dans une institution éducative. Mais moi, je dirais que une définition
enfin, qui me tient à cœur, c'est de donner les clés aux élèves pour les rendre plus agiles tout au long de leur vie. Parce qu'il me semble que, en fait, l'enseignement, c'est bien ça, c'est d'ouvrir aux jeunes, quoi, en fait. Voilà, leur ouvrir la culture et les compétences. Alors, si on peut parler maintenant de compétences, donc j'ai mis un petit peu des emojis parce que, en fait, je pense qu'une des premières, ce serait en fait d'être exemplaire soi-même, d'être rigoureux. Le deuxième, c'est plutôt d'être dans l'empathie, d'avoir de l'empathie pour l'autre. Et puis, le troisième qui représente plutôt la communication, savoir communiquer. Et je pense qu'il faut qu'un enseignant soit à l'écoute de ses élèves. Et le dernier point aussi, je pense que c'est surtout de donner goût d'apprendre. Voilà, c'est à peu près comme ça que je résumerai les qualités d'un enseignant. Ensuite, nous avons évidemment un cadre de référence. Et ce cadre de référence, il est établi par ce qu'on appelle une commission paritaire consultative, c'est-à-dire un groupe de personnes qui se réunissent pour définir un diplôme. Et ils sont constitués à la fois de membres de l'éducation nationale et de professionnels, puisque nous sommes bien dans un domaine de formation professionnelle. Alors, je vous ai mis quelques images concernant le métier, qui représente, mais je vais le détailler peut-être tout à l'heure, mais vous voyez bien que ça va de la construction du vêtement jusqu'à la fabrication du vêtement. Alors, nous, le programme, il est défini par ce qu'on appelle un référentiel. Ce référentiel, il a deux axes, il est divisé en deux, c'est-à-dire qu'à la fois, vous trouvez toutes les activités que souhaite l'entreprise, parce que je vous dis tout à l'heure, on est bien, nous, sur un enseignement professionnel à destination d'un métier. Et donc, l'entreprise définit toutes les activités qu'il souhaite que le jeune soit capable de mettre en œuvre à la sortie d'un CAP ou à la sortie d'un bac pro ou d'un BTS ou d'une autre formation. Et ça, c'est la première partie, le référentiel des activités. Et ensuite, vous avez le référentiel des compétences qui sont attendues par les élèves. Et ça, ce côté du référentiel est établi par les membres de l'éducation nationale. Ensuite, donc, nous, en rapport à ce référentiel, qu'est-ce que doit faire l'enseignant? Il doit respecter déjà ce référentiel, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans ce cadre pédagogique doit être appliqué sur 1 an, 2 ans, 3 ans, selon la durée de la formation. Il établit aussi une progression pédagogique, là aussi, en fonction de la durée de formation. Il fixe les objectifs à atteindre pour chaque cours. Cours, c'est un mot global, on verra tout à l'heure pour les différencier. Et il évalue les progressions des élèves. Ensuite, donc, voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai mis le mot cours. Mais finalement, l'enseignant en lycée professionnel, lui, assure plusieurs cours, à savoir des cours théoriques. Alors, des cours théoriques, c'est-à-dire pour que l'élève puisse avoir des connaissances, des savoirs. Donc, nous avons à la fois de la technologie de textile, c'est-à-dire que tout ce qui touche aux matériaux, c'est-à-dire que je vais apprendre ce que c'est, je vais apprendre à reconnaître par exemple de la laine, du coton, du polyester, du polyamide, etc. Je vais travailler sur tout ce qui est textile. Ensuite, je vais aussi avoir de la technologie de matériel, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire de la maintenance de premier niveau d'une machine à coudre ou une surjeteuse, enfin, ou des machines spéciales. Je vais vous prendre une surjeteuse, une machine à boutonnière, etc. Donc, il faut à la fois connaître un petit peu le matériel que l'on va utiliser, puisque par exemple ici, j'ai mis
un pied de biche avec une aiguille, bah, c'est-à-dire que si l'aiguille casse, il faut forcément que l'élève soit capable de la changer, mais évidemment, on ne va pas mettre n'importe quelle aiguille puisqu'il y a plusieurs grosseurs, il y a des pieds presseurs aussi qui sont différents en fonction des activités que l'on va faire. Voilà. Donc ça, ce sont les cours théoriques de technologie. Et je n'ai pas abordé le côté, on va dire, automatisme, informatique, etc., qu'il faut aussi, puisqu'on a maintenant de plus en plus de découpes au laser, etc. Et donc, tout ça, il faut connaître. Ensuite, j'ai mis travaux expérimentaux, c'est-à-dire que vous connaissez, vous, en tant qu'élève, de faire des travaux dirigés. Pourquoi j'ai mis expérimentaux? Parce que là, par exemple, sur les photos, on voit une discussion autour d'un vêtement, c'est-à-dire que, par exemple, là, on a une veste, et c'est de se dire, bon, cette veste, elle est fabriquée dans un certain tissu, mais justement, les techniques de fabrication vont être différentes en fonction des techniques qu'on va utiliser, les techniques, pardon, vont être différentes en fonction du textile que l'on aura. Cette veste, elle peut être doublée, non doublée, on va peut-être lui mettre des épaulettes, on va faire des boutonnières qui vont être différentes, soit en tissu, soit en fil. Donc, c'est tout ce qu'on va faire des recherches par rapport donc, à l'objet que l'on va réaliser. Et puis, on peut très bien décliner cette veste aussi dans d'autres matériaux et faire des essais. En fait, il faut faire des essais pour voir la réactivité. Un vêtement peut très bien, un textile peut très bien, comment on va dire, au repassage, diminuer en taille. Donc, il faut être sûr que si on veut respecter la taille, il faut qu'on fasse des essais sur des échantillons. Ensuite, on va assurer les cours de travaux pratiques, c'est-à-dire que là, une fois que le vêtement va être découpé, on va le réaliser avec les machines. Et donc, vous voyez, j'ai mis une photo parce qu'on appelle ça une petite ruche, c'est-à-dire qu'à la fois, l'élève peut fabriquer son vêtement de A à Z, mais aussi on peut mettre en place comme une petite mini-entreprise où les jeunes vont faire que quelques étapes de la fabrication et chacun aura son poste en fait. Mais si par exemple ils font une réalisation sur par exemple un assemblage particulier, la prochaine étape pourra être, enfin disons que le prochain vêtement qu'ils réaliseront ne sera pas forcément sur la même technique. Voilà. Alors, je pense aussi que l'enseignant en lycée professionnel, comme un enseignant à tout niveau, doit aussi faire preuve d'innovation. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher à être le plus performant, le plus proche des jeunes, donner cette appétence aux jeunes, c'est-à-dire que chercher quelle est la nouveauté pédagogique que je vais pouvoir mettre en place, ne pas toujours utiliser la même chose, partir de cadres différents. Alors là, j'ai mis par exemple un défilé de mode, c'est-à-dire qu'on va travailler donc, sous forme de projet, hein, je l'ai mis sur la prochaine, la pédagogie de projet, et pour moi c'est très très important parce qu'il faut donner un cadre, un sens à notre enseignement, et cette pédagogie de projet, elle peut se faire au niveau de l'enseignement professionnel, mais bien évidemment, on peut aussi l'ancrer avec l'enseignement général. C'est-à-dire que le collègue Christophe tout à l'heure parlait d'un projet autour des Jeux Olympiques. Eh bien, on pourrait très bien se dire que dans un lycée professionnel où il y a les métiers de la mode, on pourrait très bien mettre en place un projet autour des Jeux Olympiques sur les vêtements, la réalisation des vêtements, la réalisation de goodies, etc., etc., quoi. Voilà. Donc, toujours avoir cette notion de pédagogie de projet qui fonctionne bien dans nos lycées professionnels. Et en conclusion, je dirais que c'est un métier qui est passionnant, qui apporte beaucoup de satisfaction. Alors, je ne vais pas revenir sur le fait que effectivement, nous, on est obligé quand même dans un lycée professionnel d'être un petit peu plus mobile peut-être qu'un enseignant du premier degré, parce que je veux dire, les postes sont moins nombreux dans les académies. Mais quand on est nommé dans un lycée, on peut y rester un certain nombre d'années. Alors ça, c'est peut-être une difficulté parce que aussi, il faut savoir se renouveler. Et je pense qu'au bout de 9-10 ans, c'est bien de changer d'établissement pour aller voir ailleurs comment ça se passe.
Voilà. Donc, une évolution possible, ça, c'est aussi l'intérêt du métier. C'est pour ça que je vous ai dit un petit peu mon parcours au début de mon discours pour vous montrer que tout est possible. Voilà. Et écoutez, j'espère qu'il y aura beaucoup de vocations dans les métiers de l'enseignement. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour vraiment ces deux témoignages plutôt riches en termes, je pense que ce que vous pouvez retenir, pardon, le jeune collégien, c'est cette évolution et cette variété finalement d'activités possibles autour de la mission principale de la transmission. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées à travers vos discours et je vous en remercie. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous présenter la plateforme de notre agence pour que vous puissiez en avoir connaissance. Et ensuite, nous procéderons donc à un échange. Si vous avez des questions, effectivement, si on peut préciser quelques éléments. Alors, je me permets donc juste de vous préciser que cette plateforme donc, de l'agence de l'orientation, vous voyez, elle se décline ainsi. Donc, je vais vous la présenter. C'est une plateforme de mise en relation entre vous, jeunes Normands, ou plus âgés, bien évidemment, et finalement le territoire. Vous pouvez vous informer. Dans un premier temps, vous avez une entrée d'information sur les métiers qui est accessible à tout le monde et deux entrées par lesquelles vous allez pouvoir donc vous inscrire, c'est-à-dire créer un compte pour permettre de sécuriser finalement les relations, les échanges avec les personnes qui se sont inscrites sur notre plateforme. Je vous montre la première entrée d'information métier avec donc un ensemble de ressources à votre disposition par secteur d'activité. Donc vous voyez, dans enseignement et services publics, on va le retrouver ici. On a pour l'instant peu d'éléments. Donc, ce n'est pas la ressource qui est la plus intéressante, mais vous avez aussi des guides dans voies et niveaux de formation, et notamment, ce qui pourra vous intéresser, c'est le guide, par exemple, après la troisième, où vous aurez toutes les informations sur les formations en Normandie après la troisième. Vous avez aussi donc toutes les informations sur les événements de l'agence. Donc, je ne vais pas faire un focus dessus, mais je vais plutôt insister sur cet outil Cléor, vous voyez, sur lequel j'ai cliqué, et qui va vous permettre de chercher des informations Normandie, par exemple sur un secteur d'activité. Je vous montre la manipulation pour que, vous voyez, maintenant vous savez ce que c'est qu'un secteur. Donc, on va aller chercher dans commerce et services, par exemple, enseignement et formation. Et enseignement et formation, vous allez avoir accès à une fiche, oh, excusez-moi, voilà, à une fiche secteur qui va vous donner donc des informations ici, alors avec les principaux métiers, et vous allez avoir accès à des familles de métiers. Donc, quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire, mais que vous avez envie de cette transmission, ça va vous permettre d'avoir un panel, comme comme Christophe et Sylviane vous ont parlé de différentes fonctions dans un établissement d'évolution. Vous le retrouverez ici. Par exemple, enseignement des écoles. Et donc, dans famille professionnelle, vous regardez la fiche détaillée et vous voyez, vous avez deux fiches métiers. Et vous allez avoir des informations dans la fiche détaillée de professeur des écoles sur la description du métier, comme vient de le décrire par exemple pour son métier Sylviane. Voilà donc des informations intéressantes. Et aussi au niveau local, bon là c'est peut-être un petit peu anticipé, mais sur le potentiel d'embauche, c'est-à-dire que effectivement c'est ce que vous avez sans doute envie de savoir. On en parlera peut-être au niveau de l'échange. Si donc il y a du travail, si vous vous orientez vers ce métier, est-ce que vous aurez donc du travail? Et par exemple, quelle sera votre rémunération? On l'évoquera donc à la fin de ce webinaire. Donc des informations sur la Normandie par rapport à ce métier. Et vous avez un accès également, formation et débouchés, qui va vous permettre d'avoir accès, par exemple au niveau Bac+3, eh bien, pour enseignants du premier degré, vous allez avoir accès à toutes les formations possibles en Normandie. Et comme l'a dit Christophe, vous allez avoir accès à, vous voyez, l'INSPE, donc au niveau de la Normandie, sur le master, sachant qu'avant le master, donc il va être nécessaire d'avoir une licence. Donc voici cette première entrée. Et les deuxième et troisième entrées très intéressantes pour vous, ça va être la possibilité
de rencontrer un ambassadeur qui va pouvoir vous parler de son métier. Un ambassadeur métier ou un ambassadeur formation. Donc, vous cliquez sur rencontrer un ambassadeur et par exemple, donc vous avez une recherche par mots-clés. Donc, je vais simplement faire une recherche toute simple pour vous montrer que vous avez accès alors, cela c'est parce que je suis connectée. Donc, j'ai accès sur la gauche à une liste de peut-être professeurs. Par exemple, Frédéric P, il est entouré en vert. Ça veut dire que c'est un ambassadeur métier. Et si vous avez créé votre compte, vous cliquez sur Frédéric et vous avez accès à sa fiche, c'est-à-dire qu'il présente ses missions, son parcours. En fait, c'est en fonction des ambassadeurs, comme par exemple Sylviane, et vous pouvez le contacter pour tout simplement lui demander des informations sur son métier. C'est vraiment un bon moyen pour vous renseigner, pour faire une enquête sur le métier qui vous intéresse. Et vous allez avoir la même possibilité pour réaliser un stage. Donc, par exemple, professeur, réaliser un stage. Et là, donc, vous voyez, on a deux. Alors, c'est un peu particulier pour les stages. Donc, la professeure de tennis, parce que c'est aussi de la transmission. Donc, on n'a pas tellement évoqué dans ce webinaire la notion de formateur. On a fait un focus sur les enseignants, mais ça va peut-être vous donner envie, effectivement, de vous renseigner plus en avant sur ces différents métiers. Et je terminerai simplement en disant que ces stages sont possibles dans le cadre de vos stages de troisième, de 3 à 5 jours, vos stages de seconde de 10 jours, mais également donc quand vous serez étudiant pour des stages de plus longue durée, tout simplement. Et ils sont possibles soit avec votre établissement, avec la convention de l'établissement, soit avec une convention qui est fournie par le site Destination Métier. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là pour Destination Métier et vous demander tout simplement, alors excusez-moi, alors là, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire, donc enseignants ou collégiens qui êtes là présents, est-ce que vous voudriez des précisions? Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions. Alors, je regarde dans le fil de la conversation. Alors, s'il n'y a pas de questions, ah oui, je vois le collège Marie-Joseph qui commence à écrire quelque chose. Bah, vas-y, pose ta question. Est-ce que, par exemple, si on veut faire dans un lycée général, il faut faire quoi après? Oui, c'est intéressant comme question. C'est-à-dire si tu vas en lycée général en seconde, quelle spécialité, quel bac il faut que tu fasses pour pouvoir être professeur des écoles ou professeur? Non, professeur. Professeur de quoi? Tu as déjà une idée? Oui, de collège. Et de quelle discipline? Sport. Sport. EPS, éducation physique et sportive. Je vais peut-être laisser Monsieur Pavir, Christophe répondre. Oui, bah en fait, là, il y a de nombreuses possibilités, hein. De toute façon, effectivement, c'est un bac général. Après, très clairement, euh, il faut effectivement, comment dirais-je, il faut essayer d'avoir des bons résultats en maths, en maths en particulier, parce qu'effectivement, les maths font partie, mais bien entendu, EPS, hein, mais pas seulement. C'est-à-dire un bac général, en fait, quelle que soit, comment dirais-je, la proposition, plutôt côté scientifique quand même, hein, dans les bacs généraux. Mais voilà. Et après, après ce bac, voilà, il faut faire une licence STAPS. C'est une licence en fait qui va permettre de développer des compétences autour de l'éducation physique et sportive. Voilà. Je vais un petit peu vite, mais c'est un peu ça le. C'est vrai que ce n'est pas facile de répondre rapidement, mais tu peux aussi regarder sur le site Parcoursup, dans la carte de formation, et sur la formation licence STAPS. Quand tu tapes licence STAPS, eh bien, tu pourras avoir des indications sur les enseignements de spécialité qui sont privilégiés. Effectivement, Christophe indiquait plutôt scientifique en termes de SVT, mais je pense aussi d'un point de vue rédactionnel, il ne faut pas le négliger pour les formations donc d'enseignants de sport, parce que donc les études de sport, vous allez avoir quand même pas mal histoire du sport, anthropologie du sport, et ce qu'on va vous demander, c'est de la dissertation. Il n'y a pas que du sport. C'est ça, il faut Ah savoir. oui. Voilà.
Ah Oui, oui, oui. c'est une bonne question. Alors, il y a une autre question à laquelle, effectivement, j'ai pensé répondre tout à l'heure. Alors, le premier degré, je laisse Christophe répondre. Il va mieux savoir Oui. que moi. Bah, Mais en fait, premier degré, c'est professeur. En fait, tout ce qui est premier degré, c'est professeur des écoles. Donc, c'est de la maternelle au CM2. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier degré. C'est de 3 ans à 11 ans. Et tout ce qu'on appelle le second degré, c'est à partir de la 6e jusqu'à la terminale. Et c'est vrai qu'on n'a pas tellement évoqué le professorat d'université. Bon, ça ferait l'objet d'autre chose, hein. Alors, EREA, je vais Si je peux me laisser permettre, Christophe répondre. Oui, et Oui. après, Ah, il y Sylviane, a, oui. il y a- oui, si je peux me permettre, justement, en second degré, la distinction, c'est effectivement professeur de collège, professeur de lycée, professeur de lycée général, de lycée technologique ou de lycée professionnel. Voilà. Et parfois de CFA public, puisque Mm, nous avons aussi mm, maintenant des apprentis. mm. Donc, EREA, Christophe. Alors, Christophe, on ne vous entend plus parce que vous avez coupé votre micro. En fait, Et les EREA sont des établissements qui accueillent des élèves qui sont en difficulté scolaire et qui les accueillent de façon adaptée, on va dire. mm, Et voilà. mm. Donc, on peut parfois, si on a des soucis dans sa scolarité pour différentes raisons, être, comment dirais-je, accueilli dans des établissements EREA. Et oui, alors il y avait une autre question qui arrivait. Peut-être avant de répondre à la question, ou non, je voulais juste évoquer peut-être la notion. Oui, je pensais à vous donner comme information aussi peut-être le temps de travail d'un professeur des écoles et le temps de travail d'un professeur. Ça peut peut-être être intéressant là pour les jeunes qui s'intéressent. Et on va peut-être clôturer sur cette dernière précision. Je laisse Sylviane, peut-être. C'est-à-dire que pour le professorat, au niveau du second degré, c'est 18 heures de cours, mais ça peut être que aussi 15 heures quand on est agrégé, je pense, hein, c'est ça? Oui, Je suis c'est pas ça. très au fait, mais voilà. Oui. Mais en fait, en général, c'est 18 heures semaine. Alors, Et- ça, juste pour préciser, c'est que ça, ce sont bien sûr les heures, on est sur 25 heures pour les professeurs des écoles, mais en fait, ce sont bien sûr les heures en présence devant les élèves. Après, en fait, très clairement, on est plutôt. Après, il y a toute la préparation avant des cours qui peut prendre beaucoup de temps, notamment aussi en lycée professionnel, il y a tout ce qui est, tous les aspects. Préparer l'atelier, préparer le matériel, qui peut être ça peut être vraiment, Alors, ça peut prendre beaucoup de temps. Et la oui, tout correction à des fait. copies. Tout à l'heure, on parlait de préparation d'un vêtement, par exemple. Si vous faites cours en CAP, en général, par exemple, tout ce qui est partie préparation du vêtement, découpage, c'est souvent l'enseignant qui le prépare en amont et l'élève a juste à le fabriquer. Tout dépend Mm. voilà, des besoins aussi. Et c'est vrai que ça peut demander, on peut aussi Oui, avoir besoin de faire un patronage, un modèle, etc. Voilà, bon, donc en fait, le temps passé de préparation, de correction, etc., parfois est aussi important, voire et même tout à fait équivalent au temps devant les élèves. Donc quand on dit 18 heures, bah, en fait, il faut multiplier par 2 au moins, C'est hein, ça. C'est ça. largement, souvent même mm. largement. Voilà. Bon, très bien. Alors, bien, je vais conclure en remerciant effectivement Sylviane et Christophe pour leur participation, en remerciant les collégiennes et les collégiens de nous avoir écoutés et nous espérons que vous avez été éclairés, en reprécisant aussi pour les enseignants présents que sur Destination Métier, vous avez la possibilité de créer un compte enseignant pour faire intervenir également un ambassadeur métier. Donc ça peut être intéressant dans le cadre de votre classe. Alors, je vois qu'il y a un collège, mais là, on a dépassé. Alors, voilà, merci beaucoup. Au revoir à tous. Et puis, je vous souhaite une très Merci bonne bien. journée. Merci, au revoir. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir Merci. à tous. Au revoir.